Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par Stop au risque. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais vous demander une petite contribution pour commencer, s'il vous plaît, et de m'indiquer, s'il vous plaît, dans le chat si vous entendez bien et si vous voyez le document, puisqu'il y a un petit temps de latence d'une quinzaine de secondes normalement. Donc, si vous pouvez m'indiquer si vous entendez et si vous voyez, ce serait parfait. Tout fonctionne, impeccable, super. Merci beaucoup Sandrine. Merci Mélanie, a priori, tout est OK. Bon, bah, parfait. Nous allons pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la loi santé au travail et plus particulièrement au passeport prévention. Et puis par la même occasion, je vous présenterai les intérêts selon notre organisme Stop au risque du e-learning et des formations organisées en multimodal pour la formation de vos salariés, des salariés d'entreprise, autour de la mise en place de ce passeport prévention. Alors, avant ça, je vais me présenter. Je suis Julien Guillon. Je suis le directeur de la société Stop au risque. Et donc, du coup, je suis ce qu'on appelle un IPRP, un intervenant en prévention des risques professionnels, qui accompagne les entreprises dans leurs projets de, de prévention et de santé au travail au sens large. Et je suis accompagné d'Antoine, qui va gérer le chat et qui répondra à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans le chat pour qu'on puisse vous apporter les réponses. Alors, une partie à la fin de cette présentation, et puis sans doute une autre partie qui vous sera adressée par mail à l'issue de cette présentation. Donc, c'est parti pour ce webinaire d'une trentaine de minutes à peu près. Alors, pour nous présenter un petit peu plus, Stop au risque, c'est une société qui est experte en santé et sécurité au travail, qui est la filiale formation du groupe Matessir Défibril, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est équipement et maintenance de défibrillateurs. Et donc, on est tous spécialistes du secours, de l'incendie principalement, enfin initialement. Et puis, depuis 10 ans que Stop au risque existe, nous avons déployé un certain nombre de services et de prestations pour les professionnels qui tournent autour de la réalisation d'audits, de conseils, d'accompagnement et de formation sur la santé et sécurité au travail, et plus particulièrement sur l'accompagnement à la mise en œuvre des normes réglementaires qui changent régulièrement et qui sont parfois complexes à identifier. Et donc nous sommes un cabinet de consulting et en même temps un organisme de formation qui est habilité pour certains types de formations par l'INRS, l'Institut national sur la recherche et la sécurité. Et puis nous avons, comme vous le voyez sur cette diapositive, l'agrément qualité Calliope que vous connaissez et qui a été mis en œuvre au tout début de cette année, mais c'est pas le sujet. Donc, au sein de ce webinaire, nous allons parler du passeport prévention, qui est donc intégré au renforcement de la loi santé qui s'appelle 2021-10-18. Nous allons faire le parallèle entre ce passeport et cette nouvelle obligation avec les obligations de formation en santé et sécurité au travail qui sont déjà existantes. Et puis, comme vous l'avez vu dans la présentation écrite de ce webinaire, on vous donnera quelques pistes sur les intérêts d'utiliser le e-learning et le multimodal. Donc, je vais faire très rapide, mais le multimodal, c'est le fait d'allier le e-learning et la partie pratique ensuite. Donc, des modalités d'organisation de formation tout à fait efficaces pour répondre facilement à ces obligations. Donc, ça, on verra à la fin. Et puis, aussi à la fin, en même temps que les réponses aux questions que vous aurez posées, qu'on vous enverra par mail, eh bien, on vous enverra aussi les possibilités de tester ces formations e-learning, donc pour que vous puissiez juger si ça peut répondre à cette obligation de passeport prévention. Donc, pour démarrer, la première question qu'on peut effectivement se poser, c'est
ce passeport prévention qui est intégré donc à cette nouvelle loi santé qui entre en vigueur aujourd'hui, le 31 mars 2022. Pour quelles raisons on change alors qu'il existe déjà des obligations en matière de formation et en matière de prévention. Pourquoi il y a eu un renforcement de cette loi? Bien, pour plusieurs raisons, mais on peut dire que la principale raison, c'est les statistiques de ce qu'on appelle la sinistralité AT-MP, donc accident du travail, maladie professionnelle, qui sont diffusées chaque année par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel, et qui nous donne quelques chiffres sur le nombre d'accidents du travail, par exemple, ou sur le nombre de maladies professionnelles qui sont déclarées chaque année en France. Et donc, je vous ai mis quelques chiffres pour qu'on puisse voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, les chiffres qui sont présentés, c'est des chiffres de 2020, puisqu'on n'a pas encore les chiffres de l'année dernière, 2021. Et on peut constater quand même qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse de ces chiffres. Donc, on est sur la bonne voie. Une baisse d'un peu moins de 20%, 18% à peu près. Mais ces chiffres sont quand même très, très alarmants toujours, puisque pour en citer que quelques-uns, on voit qu'on a presque 540 000 accidents du travail chaque année en France, donc en 2020, 539 833, ce qui équivaut à presque 1500 par jour. Ça fait quand même beaucoup. On voit que 50% de ces accidents du travail sont liés à la manutention manuelle, donc le port de charge notamment. On nous dit aussi qu'il y a des personnes qui déclarent des maladies professionnelles, donc ça veut dire que les maladies ont été reconnues et sont liées à l'activité professionnelle et entraînent, je vous laisse imaginer les conséquences lorsqu'on est reconnu en maladie professionnelle. Donc, il y a quand même 40 000 en 2020. Donc, une baisse de 20% quand même de ces deux chiffres-là, mais encore des chiffres très importants. Par contre, il y a eu une augmentation d'un risque dont on entend parler depuis plusieurs années de plus en plus, qui sont les risques psychosociaux. Et donc, on sait que, bon, avec l'actualité et tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, qui n'a pas arrangé les choses sur ce sujet, on sait qu'on a plus 37% de maladies qui ont été reconnues et qui relèvent des risques psychosociaux. Ensuite, deux autres chiffres qui sont le nombre de journées de travail perdues, c'est-à-dire voilà, le nombre de journées où les salariés sont absents à cause d'accidents de travail et de maladies professionnelles, qui est d'un peu plus de 65 millions quand même, ce qui correspond selon les informations données par le réseau Assurance Maladie à presque 282 000 emplois à plein temps. Et puis un élément qui parle aussi à tout le monde, qui est l'aspect financier. Et on sait que en 2020, donc, ces statistiques correspondent à 9,5 milliards d'euros de dépenses de prestations sociales liées au risque, donc accident du travail, maladie professionnelle. Donc l'objectif principal de la loi, c'est de renforcer le cadre réglementaire pour obliger, du coup, pour inciter les entreprises à mettre en place une culture de la prévention et à maîtriser les risques professionnels pour diminuer cette sinistralité. Donc d'ailleurs, vous avez la possibilité, en fonction de votre secteur d'activité, d'aller sur le site amélie.fr risque professionnel pour constater dans votre secteur quelles sont les statistiques et quelles sont leur évolution. Donc voilà une introduction pour démarrer, pour quelles raisons principalement cette loi a vu le jour, et voilà ce qu'elle contient. Donc elle contient un certain nombre de textes et d'articles qui renforcent une loi déjà existante, qui vise donc à développer la prévention dans les entreprises. Donc on sait que les services de santé au travail ont changé de nom. On sait qu'il y a un renforcement autour de l'évaluation des risques professionnels et puis de la tenue, enfin, de l'existence et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DEERP, qui dans certaines entreprises n'existe pas, mais pour le coup, il est quand même très connu, ce document. Donc, il y a un renforcement autour de l'existence de ce document et puis de la réalisation d'un
pas pris pacte, pas évident à dire ça. C'est un programme annuel de mesures de prévention, pour faire simple. On sait aussi un changement dans la formation des membres du comité social et économique qui, donc notamment sur la durée des formations à réaliser. On a des apparitions et des changements sur la lutte contre la désinsertion professionnelle, la modification du dossier médical de chacun des salariés, la prise en compte du harcèlement sexuel et du coup le fameux déploiement, enfin le fameux passeport prévention qui fait son apparition. Euh, Parce que dans cette loi et dans la prévention au sens large, on considère que la formation est une des composantes essentielles pour réussir à maîtriser les risques professionnels et pour permettre aux personnes compétentes de, de diffuser, de faire émerger les bonnes pratiques et les différentes mesures préventives qui permettront de réduire les risques auxquels les salariés sont exposés dans l'entreprise. Donc voilà, donc nous on va parler uniquement du passeport prévention là, mais sachez qu'il existe un certain nombre d'items et que donc le document, je vous l'ai pas dit au démarrage, mais le document que je vous présente, il est téléchargeable, ce qui fait que vous pouvez d'ores et déjà le récupérer et lorsque vous le consulterez donc en format PDF, vous aurez la possibilité de télécharger sur cette page en bas à gauche, de télécharger la loi santé ou d'aller sur le site Légifrance pour pouvoir rentrer dans les détails de tous les items que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Donc, pour parler du passeport prévention, de quoi s'agit-il exactement? C'est relativement simple. C'est un article qui donc porte le numéro 41-41-5 et qui indique que l'employeur de toute entreprise va devoir renseigner dans un passeport prévention, donc va devoir agrémenter un passeport prévention avec les attestations, les certificats et les diplômes qui seront obtenus par les travailleurs, donc dans l'organisation de formations qui sont relatives à la santé et sécurité au travail, qui sont dispensées à l'initiative de cet employeur. Donc des formations dans les entreprises, vous en organisez déjà. Voilà, vous en organisez déjà, ce qui fait que vous avez par exemple des formations incendie qui sont organisées très régulièrement. Eh bien, la différence, si on peut dire ça comme ça, avec ce que vous faisiez hier, c'est que à partir d'aujourd'hui, donc le 31 mars, les attestations que les salariés vont obtenir devront être intégrées dans un passeport prévention. Donc à chaque fois qu'une formation sera réalisée, le diplôme ou le certificat, si c'est une formation qui est enregistrée chez France Compétences et qui est donc reconnue comme une formation certifiante, ou une attestation de formation délivrée par l'organisme de formation devra être intégrée à ce passeport prévention qui appartient aux salariés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu devra avoir un passeport prévention à partir d'aujourd'hui et au plus tard au 1er octobre de cette année, 1er octobre 2022. Ce qui fait que les formations qui sont déjà obligatoires et qui sont liées au poste du travail du salarié seront à intégrer également, et que les formations qui ont déjà été suivies par les salariés dans les années ou dans les mois précédents pourront être intégrées de manière rétroactive dans ce passeport. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je le redis. Donc, ce qu'on comprend, c'est que à partir d'aujourd'hui, l'employeur il forme ses salariés et il intègre les attestations pour pouvoir prouver que les salariés ont bien été formés. Il intègre les documents relatifs à ces formations dans ce fameux passeport prévention. Les objectifs de centraliser ces documents dans un passeport prévention, c'est donc de baisser la sinistralité, les chiffres donc que je vous ai évoqués tout à l'heure, que ce soit les chiffres qui touchent les personnes en elles-mêmes, comme par exemple les accidents du travail ou les maladies professionnelles, mais évidemment de baisser aussi les chiffres liés à l'absentéisme ou à l'aspect financier. Et puis, un des objectifs
de ce passeport prévention, c'est de constater que chacun des salariés de l'entreprise, a bien les compétences suffisantes pour exécuter son travail sans être exposé à des risques, ou alors que ces risques-là sont maîtrisés. Donc, un autre objectif, c'est aussi de permettre à n'importe quel salarié de justifier d'une demande de formation auprès de son employeur. Ce qui fait que aujourd'hui, on peut supposer que dans certaines entreprises, un certain nombre de salariés n'ont pas été formés à la prévention, soit parce que ils n'ont pas eu accès pour différentes raisons, soit parce que peut-être ils n'étaient pas volontaires. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, l'employeur il va devoir former 100% de son personnel à la prévention, et un salarié va pouvoir demander à suivre une formation en particulier parce que peut-être un sujet l'intéresse plus qu'un autre. Un des objectifs aussi très importants, c'est d'éviter la redondance des formations, parce que on constate que dans un certain nombre d'entreprises, les salariés font les mêmes formations tous les ans, ou très régulièrement en tout cas, et n'ont pas accès à des compétences plus larges sur le champ de la santé au travail. Et forcément, l'objectif aussi, c'est de financer des formations qui seront utiles et efficaces pour maîtriser les risques. Et donc, on peut imaginer que d'une année sur l'autre, les financeurs de formation ne financeront que les formations qui jugent utiles, peut-être en suivant d'ailleurs les formations qui auront été faites l'année précédente, et en disant cette année, on souhaite financer des thématiques différentes de l'année précédente. Et puis, ce passeport prévention, il est pas franco-français. Ce passeport prévention, il est mis en œuvre au niveau international. Il existe déjà dans plusieurs pays, notamment anglo-saxons, et il est en train de se développer dans de nombreux pays. Donc, c'est un outil qui est en train de se démocratiser au niveau international, et il est le volet santé et sécurité au travail d'un autre passeport qui existe, qui s'appelle le passeport d'orientation, de formation et des compétences, qui lui est un passeport qui accompagne le salarié dans son parcours de formation, tout au long de sa carrière professionnelle, pour pouvoir justifier de ses compétences sur divers sujets, sur divers sujets. C'est un peu comme si ce passeport d'orientation, de formation et de compétences était le CV de l'individu. Ce qui fait que dans cette loi santé, un passeport prévention a été créé très spécifiquement, qui sera intégré à ce passeport orientation, formation, compétences, mais ce qui prouve bien l'importance du développement et du déploiement de la prévention dans l'entreprise souhaitée par cette loi. Ce qu'on peut dire aussi sur ce passeport prévention, c'est comment celui-ci va se mettre en œuvre, quelles sont ses modalités de mise en œuvre et qu'est-ce qu'il va contenir. Donc, on sait que ce passeport prévention, il est rempli par l'employeur, mais aussi par les organismes de formation et éventuellement par le salarié, à l'issue de chacune des formations qu'il aura suivies. On nous dit aussi qu'un demandeur d'emploi qui donc est en recherche d'emploi, forcément, il va aussi bénéficier de cet outil, et il pourra donc renseigner les formations qu'il aura suivies dans son cursus, soit personnel, soit dans ses emplois précédents. Et donc, il bénéficiera aussi de l'accès au passeport prévention pour pouvoir éventuellement montrer à son futur employeur les compétences qu'il a sur le champ de la santé au travail. Une fois que le passeport prévention sera mis en œuvre, il devra comprendre deux parties. Et donc, ça veut dire qu'on sait que l'employeur, il a non seulement l'obligation de mettre en œuvre ce passeport prévention, de l'étayer, de l'agrémenter de différents documents de formation qui auront été suivis, mais il devra aussi intégrer dans ce passeport deux parties. Une partie qui sera consacrée aux formations très généralistes, toujours bien sûr sur le champ de la santé au travail,
mais qui seront des formations communes à toute entreprise, à toute activité. Donc des formations très générales, comme par exemple les formations incendie pour la plus classique, toutes les entreprises les réalisent. Les risques psychosociaux, c'est le passeport prévention, il va permettre justement, c'est un des objectifs de déployer les sensibilisations, les formations autour de ce risque qui est de plus en plus présent, mais donc qui va pouvoir s'adapter et puis qui va répondre à des besoins pour toute entreprise, tout individu. Les formations secourisme, il y a déjà des obligations d'avoir des secouristes en nombre suffisant pour intervenir efficacement et rapidement. Il y a aussi les obligations, vous savez, autour des personnels qui partent en retraite, ce qui fait qu'on forme des secouristes dans tous les secteurs d'activité. Et puis sur la partie prévention un peu basique, les fondamentaux de la prévention par exemple, c'est pareil, ça s'adapte à toute activité. Et puis donc il y aura un deuxième volet dans ce passeport prévention qui seront des formations spécifiques au secteur d'activité, donc aux risques qui sont présents dans l'entreprise et dans le secteur de l'activité, qui seront donc très spécifiques, comme par exemple donc pour les personnels qui ont besoin d'une habilitation électrique, pour les personnels qui sont exposés à des risques liés à la manutention manuelle, on devra les former aux gestes et postures par exemple. Pour des gens qui sont exposés au risque de chute de hauteur, eh bien il faudra eux aussi qu'ils puissent être formés au travail en hauteur. Ça veut dire que sur ces deux volets du passeport prévention, en tout cas, pour identifier les besoins en formation, il va falloir s'appuyer sur le document unique. L'entreprise, elle a évalué les risques professionnels auxquels elle est exposée et obligatoirement, elle devra mettre en parallèle les formations sur des risques qui appartiennent à toute entreprise et puis sur des risques qui sont spécifiques à son organisation, à son secteur d'activité. Ce qui fait que pour aller plus loin dans les précisions, on attend quand même les différents décrets qui vont arriver pour expliquer précisément comment cette loi santé doit se mettre en œuvre sur les différents articles qu'on a pu citer. Donc ces décrets, on les attend et ils vont arriver avant le 1er octobre 2022. Et ils vont préciser différents points, notamment le format. Mais ce qui se profile, c'est évidemment un passeport qui sera numérique et dont le remplissage se fera à la fois par l'employeur mais aussi par le salarié, comme on l'a vu juste avant, et qui se fera sur une plateforme qui sera commune, où ces deux personnes, voire même les organismes de formation, pourront accéder. Et cette plateforme commune, elle sera accessible par le salarié via son compte personnel de formation. Ça veut dire que l'employeur, il a l'obligation d'agrémenter ce passeport prévention en intégrant les documents avec donc une plateforme qui sera dédiée. Et puis quand le salarié se connectera sur son compte personnel de formation, il aura les documents qui apparaîtront automatiquement. Ce que j'ai voulu vous donner comme information, c'est des points que j'ai appelés des points de vigilance, puisque on peut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui change, puisque l'entreprise, elle avait déjà des obligations d'organisation de formation en prévention. Donc, on peut imaginer se dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui a changé, mais en réalité, si, puisque cette loi, elle transforme les obligations de résultats que l'employeur avait hier en obligations de moyens renforcés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'employeur, il va devoir prouver qu'il a mis en œuvre tous les moyens pour éviter qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle soit déclaré. Ce qui fait que cette obligation, elle existait un petit peu déjà, mais la question qui peut se poser, c'est quels sont les moyens renforcés. Donc, il faudra que l'employeur prouve qu'il a mis tout en œuvre pour parvenir à éviter l'exposition au risque et à éviter que cet accident ou cette maladie survienne.
Et la grosse difficulté, c'est que à partir donc d'aujourd'hui, on peut supposer un salarié qui aurait un accident du travail pourrait, en cas de difficulté, pourrait indiquer que son employeur n'a pas rempli ses obligations, notamment si le passeport prévention est resté vierge ou si ce passeport n'a pas été agrémenté de différentes formations au cours des derniers mois ou plutôt des dernières années. Donc, donc le fait que à partir d'aujourd'hui, il faille former 100% du personnel apporte quand même des difficultés non négligeables à toute entreprise, puisque on peut considérer que aujourd'hui le pourcentage moyen de formation soit aux alentours de 10 à 20% des effectifs en fonction des thématiques. À partir d'aujourd'hui, c'est 100% des personnels qu'il faut former pour éviter qu'un salarié entre guillemets se plaigne. Donc, reste à définir quand même quelles sont les sanctions qui sont encourues par l'employeur qui ne renseignerait pas ce passeport prévention. Semble-t-il que ces indications seront dans les décrets à venir et donc on saura plus précisément ce que risque une entreprise si elle ne répond pas à cette obligation. Euh, voilà, donc prochainement, avant le 1er octobre de cette année. Là, je vais faire très rapide puisque si on fait donc le parallèle entre ces obligations autour du passeport prévention et puis les obligations qui existent déjà, à mon sens, l'article du Code du travail pour lequel que vous connaissez sans doute il est très très courant, très connu, mais au cas où vous avez le lien pour aller le consulter plus précisément. Mais cet article, il existe depuis très très longtemps et il oblige déjà l'employeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et dans les trois mesures phares qu'on lui demande de mettre en œuvre, qui sont les actions de prévention et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, on retrouve les actions d'information et de formation. Donc, ça veut dire que pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'ensemble des travailleurs, on peut imaginer que derrière ce texte existe déjà l'obligation de former l'ensemble du personnel. Donc, il n'y a pas de grosses modifications, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est très clair. Ce passeport, il vient renforcer cette obligation-là pour faire en sorte que vraiment 100% du personnel soit formé. Et puis, je vous ai pas mis tous les textes parce que c'était pas forcément nécessaire. Si vous en avez besoin, on pourra vous les fournir avec d'autres documents. Mais il existe déjà des obligations très spécifiques en matière de formation incendie, de formation gestes et postures, secourisme, habilitation électrique, pour prendre celles qu'on a déjà citées. Ça veut dire ça veut dire qu'il va falloir continuer à former sur différentes thématiques et qu'il va falloir faire la différence entre les risques auxquels 100% du personnel est exposé et puis les risques auxquels un certain pourcentage plus faible correspondent à un certain type de salariés, donc, pour pouvoir faire la différence et puis pour savoir quelles sont les formations à mettre à disposition d'une partie du personnel et puis celles à mettre à disposition de 100%. Donc ça vient facilement en étudiant le document unique et en étudiant les programmes de mesures de prévention dont la formation fait absolument partie de manière très classique. Ce qui fait que cette obligation, on a conscience chez Stoporis depuis 10 ans qu'on accompagne les entreprises, notamment pour savoir si elles répondent vraiment à leurs obligations, ce qui est très très difficile et puis qui entraîne une difficulté d'organisation et une dépense non négligeable. Et donc dans ce cadre-là, on ne savait pas encore que le passeport prévention allait faire son apparition, mais on a décidé de créer une plateforme de formation e-learning qui est entièrement dédiée à la santé et sécurité au travail, dans laquelle il y a aujourd'hui
près de 49 formations qui sont disponibles donc à distance en e-learning. C'est pas de la visioconférence, hein, c'est vraiment du e-learning où on met en activité avec différents exercices les utilisateurs, et qui sont donc des licences de formation qui sont accessibles pendant toute l'année, pendant un an même, de date à date, dont le prix moyen est de 30 euros. Je vous ai mis le lien aussi de notre plateforme, comme ça vous pouvez aller voir facilement à quoi ça ressemble. Et c'est surtout la question qui se pose, c'est comment les entreprises vont pouvoir répondre facilement à leurs obligations de mise à disposition rapidement, facilement à un grand nombre de personnels, sans que ce soit un coût exorbitant et une organisation très complexe. Ben nous, on propose donc deux possibilités, soit d'utiliser le e-learning tout seul pour permettre de donner des compétences théoriques à un nombre de salariés défini, et puis aussi de pouvoir leur donner via un accès dédié plusieurs thématiques d'un coup, si on voulait les former aux risques psychosociaux, à l'incendie, et puis aux gestes et postures par exemple. On peut facilement leur donner un accès sur cette plateforme. Ils font la partie théorique, ils obtiennent les attestations de formation qui sont directement intégrées dans le passeport prévention. On peut même imaginer que les accès de cette plateforme soient le passeport prévention en lui-même est déjà automatiquement créé, puisqu'il centralise toutes les attestations de formation que les personnels ont réalisées. Et comme ces licences sont accessibles toute l'année, le jour où on a besoin de prouver que les moyens renforcés ont bien été mis en place, on va pouvoir dire facilement que les salariés ont un accès à différentes formations toute l'année et ils peuvent y aller autant de fois qu'ils veulent. Et puis, pour faciliter aussi la tâche en termes d'organisation et pour diminuer les coûts qui sont diminués de 40 à 60% avec ces deux modalités-là, on y associe évidemment la pratique pour conserver l'efficacité des compétences qui sont délivrées. Et donc, à partir du moment où on associe la pratique au e-learning sur des temps qui sont donc plus courts, puisque la théorie a déjà été acquise, on appelle ça la formation organisée en multimodal. Et donc, pour prendre un exemple concret, un salarié ou un groupe de salariés qui aurait fait la formation e-learning en incendie pour acquérir la théorie, qu'il a toute l'année, il va ensuite pouvoir pratiquer pendant 1h30 à peu près dans un groupe, et il va donc faire la pratique pour manipuler les extincteurs, pour obtenir les compétences pratiques. Donc ça, c'est organisé après le e-learning en présentiel pour un groupe, dans la plupart des cas, en intra. Et grâce à cette nouveauté, à cette modalité, associée au e-learning, un certain nombre de personnels obtiendront une attestation supplémentaire qui sera intégrée également au passeport prévention de l'individu en question. Donc, dans ce document, je vous ai mis aussi quelques intérêts d'organiser le e-learning et le multimodal pour répondre à cette obligation de passeport prévention. On sait que donc facilement, grâce à cette plateforme, vous allez pouvoir mettre à disposition un certain nombre de formations très facilement. Vous avez une organisation qui est simplifiée. Le temps de présence est réduit, en moyenne 50% quand on fait donc du multimodal. Vos salariés, les stagiaires, auront accès aux compétences toute l'année pour gagner en efficacité. Ensuite, on propose aussi qu'un accès soit personnalisé à l'image de votre entreprise pour vraiment prouver les moyens renforcés sur l'implication des salariés dans l'entreprise et dans l'organisation et la délivrance de ces attestations de formation, pardon. Ensuite, du coup, le fait qu'on allie deux modalités, nous, on pense que ça devient plus dynamique et plus ludique. Le respect de la réglementation est garanti, que ce soit le passeport prévention comme les autres articles du Code du travail qui obligent l'entreprise à former et à garantir la sécurité au sens très large.
donc cette réglementation est largement garantie. Je vous l'ai dit, les attestations, elles sont générées automatiquement, elles sont nominatives et elles s'intègrent facilement au passeport prévention. Vous avez la possibilité de faire le suivi des progressions et des résultats de chacun des individus pour constater de leur efficacité, de leur bonne compréhension et donc pour leur donner un rôle à jouer en considérant qu'ils seront efficaces puisqu'ils ont de bons résultats. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une modalité qui, en comparaison avec une organisation de formation en présentiel conventionnelle, va diminuer les coûts d'environ entre 40 et 60%, donc comme je vous disais tout à l'heure, parfois plus selon le nombre de licences et selon la thématique qui est abordée. Ce qui fait que pour conclure, pour pouvoir tester si si le passeport prévention peut être, selon vous, peut être respecté, et puis si cette réglementation et ces compétences peuvent être organisées avec le e-learning et avec notre plateforme, on a décidé de vous faire bénéficier de licences de test. Et donc, on a mis 8 formations dans un groupe que vous allez pouvoir, que vous allez recevoir par mail. Vous allez donc recevoir à l'issue de cette petite présentation un mail avec un lien et un code d'accès pour pouvoir tester ces différentes formations et pour pouvoir constater de l'environnement qu'on vous propose de mettre à disposition de vos salariés pour voir si ça peut répondre à cette obligation de passeport prévention, sachant que dès que les différents décrets vont apparaître, on vous informera également pour vous donner les précisions, notamment sur la plateforme commune pour agrémenter ce passeport prévention qui entre donc en vigueur aujourd'hui et jusqu'au 1er octobre devra être mis en œuvre. Voilà pour cette petite présentation de ce renforcement du passeport prévention. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais regarder les quelques questions que vous avez posées et que Antoine a mis de côté. Dans tous les cas, je répondrai par mail à toutes les questions qui ont été posées pour que vous ayez à la fois les questions et aussi les réponses. Et donc, voilà, on va en regarder quelques-unes et puis ensuite, on les mettra, je répondrai par mail, pardon. Alors, les risques psychosociaux ne sont pas dans le tableau des maladies professionnelles reconnues par la CPAM. En fait, c'est vrai que les risques psychosociaux ne sont pas considérés comme une maladie professionnelle à part entière, n'appartiennent pas au tableau des maladies professionnelles, mais ça n'empêche pas de la déclarer comme maladie professionnelle, et ensuite c'est le réseau assurance maladie, donc effectivement la CPAM qui va décider si cette maladie est reconnue ou non. Donc elle peut être reconnue comme maladie professionnelle. Je pourrais d'ailleurs vous envoyer également le document qui s'appelle l'essentiel de l'assurance maladie, dans lesquels les chiffres que je vous ai évoqués au départ viennent, et comme ça vous pourrez effectivement constater que les risques psychosociaux peuvent bien être reconnus comme maladie professionnelle, même s'ils n'appartiennent pas au tableau. Ensuite, nous avons Séverine qui nous indique la Covid long, pathologie déclinante, quelle prévention? En fait, effectivement, là, on est sur un risque qui est encore nouveau, ce qui fait que, en fonction de l'évaluation du risque, en fonction de l'entreprise, de son secteur d'activité, de son organisation, eh bien, il y a un certain nombre de mesures qui vont pouvoir être mises en œuvre, certaines que vous connaissez déjà, comme par exemple les gestes barrières, mais ça peut être des organisations de l'entreprise différentes, et donc c'est difficile de mettre en place des mesures de prévention. Vous évoquez des mesures de prévention très précises sans qu'il y ait une évaluation qui soit elle précise aussi et qui ait été faite. Par contre, sur le passeport prévention dont on parle, on peut imaginer
que donc on fournisse des formations, une formation sur la Covid, sur la prévention du Covid, pour apporter quelques consignes et quelques règles aux salariés. C'est une des formations qui existe déjà justement. Alors, le salarié doit créer son passeport ou c'est l'employeur qui doit le créer? C'est l'employeur qui doit créer le passeport prévention et qui doit l'agrémenter. Et le salarié, lui, il aura la possibilité d'y accéder via son compte personnel de formation, donc à l'initiative de l'employeur, ce qui fait que si le salarié, en se connectant à son compte personnel de formation, alors sous réserve des décrets qui vont arriver, qui préciseront certains points, mais ce qui se profile, c'est que donc le salarié pourra se connecter à son compte personnel de formation, aller dans un onglet passeport prévention et constater si des attestations, diplômes, certificats ont bien été intégrés ou non. Et donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'employeur n'aura pas intégré ces documents. Lui, si jamais il suit une formation dans le cadre, par exemple, d'une activité associative, admettons, un club de sport, par exemple, ou il a l'occasion de faire une formation au secourisme, par exemple, comme ça se fait beaucoup, ben, il pourra, via son compte personnel de formation, intégrer ce document et il aura la possibilité d'informer son employeur que cette attestation a été intégrée et qu'il a suivi une formation de secourisme. Mais il ne sera pas, a priori, obligé de le faire, enfin de prévenir son employeur. Si la formation est faite en interne, une attestation de l'établissement qui n'est pas organisme de formation fait foi. Alors ça va dépendre des décrets qui arrivent prochainement, puisque en réalité, dans le texte de loi, l'organisme de formation qui est cité peut être un organisme de formation interne. C'est pas forcément un organisme de formation externe à l'entreprise, mais ça sous-entend quand même que l'entreprise ait son propre organisme de formation avec toutes les exigences administratives des formations, notamment le fait d'obtenir un numéro de déclaration d'activité, et puis pour les financements, pour les demandes de financement, que cet organisme de formation soit agréé qualité, ce qu'on appelle le Calliope. Alors, Dominique de demande, vous parliez du CPF, c'est-à-dire que ces types de formations vont devenir éligibles au CPF au même titre que la VAE, le permis de conduire. Alors, non, pas forcément. Ça ne veut pas dire que la formation incendie ou gestes et postures, par exemple, va devenir éligible au CPF. Ça veut juste dire que le passeport prévention qui appartient à l'individu pourra être consulté via le CPF, parce que comme on va supposer que s'il y a à peu près 25 millions d'actifs en France, ça sous-entend qu'il y aura 25 millions de passeports prévention en France toujours, et donc que chacun de ces individus ira sur son compte individuel, donc pour constater des attestations de formation, de prévention qu'il a suivies, et puis potentiellement, si un jour il quitte l'entreprise, il va conserver ces documents via son CPF pour pouvoir les présenter lors d'un entretien pour un nouvel emploi, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que les formations seront éligibles au CPF. Certaines, oui, comme par exemple la formation sauveteur secouriste du travail, voilà, ça ne change pas. Le certificat, il est bien éligible au CPF et il pourra être intégré au passeport prévention. Voilà, ensuite, on nous demande, il reste 2 questions, après c'est fini. Pour les formations SST et incendie, faut-il former l'ensemble du personnel ou uniquement une partie comme demandé aujourd'hui? Alors, si on prend les textes de loi précis, en réalité, il faut former un peu plus de personnes, puisque le L4121 dont on a parlé tout à l'heure, il dit que il faut garantir la sécurité physique et mentale. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui sont formés en prévention des risques professionnels et des gens qui sont formés en secourisme, ce qui fait que la formation SST, sauveteur secouriste du travail, correspond à ces 2 compétences. Donc on peut former au SST, mais on peut former aussi à la prévention et au secours, et on répondra à la réglementation. Donc là, jusqu'à présent, on nous disait pour ces 2 thématiques que il fallait que l'employeur garantisse la sécurité et qu'en gros, il fasse en sorte qu'il n'y ait pas
d'accidents. Donc, il pouvait décider de former un certain pourcentage du personnel. Aujourd'hui, il peut toujours continuer à former un certain pourcentage de son personnel à la prévention et au secours, mais il faudra qu'il forme les autres personnels, ils devront être formés à autre chose s'ils sont pas formés à ça, pour que eux aussi aient le passeport prévention. Et enfin, sur l'incendie, en réalité, les textes de loi sur la formation incendie sont un peu plus draconiens que ça, beaucoup plus stricts, puisqu'ils disent qu'il faut former l'ensemble du personnel, ou en tout cas, pour être précis, il faut informer l'ensemble du personnel sur le risque incendie, et ça tous les 6 mois. Ce qui fait que là, pour le coup, l'attestation de formation qu'on fournit qu'on met dans le passeport prévention autour des formations incendie vont pouvoir concerner 100% du personnel et permettront de répondre à ces deux obligations qui sont distinctes. Mais comme l'incendie c'est tous les 6 mois, soit il faut recommencer tous les 6 mois, soit, comme je vous disais tout à l'heure, un des choix que Stop au risque a fait est de fournir des licences accessibles toute l'année pour justement faciliter la mise à disposition de ces formations et répondre à cette obligation. Et une dernière question de Sabrina qui dit: tous les salariés doivent être formés sur la prévention, formation obligatoire et spécifique. Alors, tous les salariés devront être formés à la prévention. 100% devront être formés à une thématique généraliste, comme donc par exemple l'incendie dont on vient de parler, ou le secourisme. Et puis, un autre pourcentage de ceux qui sont concernés devront être formés au risque spécifique. Donc, par exemple, si dans une entreprise, si sur 100 salariés, j'en ai 50 qui font du travail en hauteur et 50 qui sont sur un poste administratif, admettons, eh bien, 100% devront faire des formations généralistes comme l'incendie, 50 devront faire des formations spécifiques à leur activités comme par exemple prévention du travail sur écran si c'est de l'administratif. Et puis les 50 autres devront être formés au risque de chute de hauteur puisque ça correspond à leur activité professionnelle. Voilà. Il n'y a plus de questions a priori. Donc, ah si, encore une autre. Excusez-moi, il y a Philippe qui a posé une question qui est: est-ce que votre outil est pris en compte par l'OPCO? Oui, tout à fait. Donc les opérateurs de compétences, tous les financeurs de formation peuvent financer des formations e-learning. En fait, les opérateurs de compétences, ils s'en fichent un peu de savoir comment vous avez formé. Est-ce que c'est du présentiel uniquement? Est-ce que c'est du e-learning seul ou du multimodal? Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous puissiez justifier de la qualité de la formation, du temps passé, de l'exécution de ces formations. Et donc, l'outil, la plateforme de formation e-learning de Stop au risque permet d'avoir toutes ces informations si l'OPCO le demande. Aujourd'hui, à titre indicatif, on a ce matin, on a regardé, on a 876 entreprises qui sont clientes et qui ont un groupe dédié sur notre plateforme e-learning, et un certain nombre de ces clients ont fait prendre en charge leur formation par les opérateurs de compétences. Voilà, donc cette fois, c'est bien la dernière question. Du coup, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez obtenu les informations que vous étiez venu chercher. N'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées que vous avez sous les yeux. Et puis, de quoi qu'il arrive, on va refaire le point sur toutes ces questions pour vous adresser par mail les réponses et puis pour vous adresser les licences de test pour que vous puissiez jeter un œil à notre plateforme. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.